Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 9, c'est parti! Alors, aujourd'hui, à l'émission, on a la chance d'accueillir Rachel Hood-Simard, qui est présentement en direct de C2 Montréal. Et le sujet du jour, on parle des groupes Facebook et comment en prendre avantage. Parce que, Rachel, on le sait, les groupes Facebook prennent de plus en plus de place dans l'algorithme de Facebook. Donc, vraiment, c'est un élément qu'on doit savoir. Et toi, aujourd'hui, tu es à C2 Montréal. Donc, c'était lancé aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me parles de l'ambiance qu'il y a là-bas un peu aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment électrifiant. Les gens, ils sont tu le vois, là, c'est en mode networking, c'est l'heure du lunch, il y a la pause qui se passe présentement. Le kick-off ce matin était hallucinant. Fait que j'ai vraiment hâte. On le voit, là, il y a des faces. Tu peux pas te retourner de bord 2 secondes sans voir quelqu'un que tu connais ou que tu reconnais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment contente d'être ici, même si c'était dernière minute, mais c'est la vie de pigiste. Exactement, c'est notre vie au pigiste. Un petit mandat dernière minute et on a de la misère à dire non, surtout quand c'est C2 Montréal. Donc, Rachel, aujourd'hui, on va parler des groupes Facebook. Mais avant ça, on va apprendre à te connaître un peu mieux. Puis avant ça, par contre, là, tu es à C2, donc tu es en train de boire un café. Moi, je suis en train de boire une petite bière qui a la même couleur que ton café, en fait. Donc, c'est encore une fois une bière d'avant-garde artisan brasseur. C'est une Porter, Imperial Bourbon. Puis je te dirais qu'elle semble magnifique. Ah, je l'apprécie à distance. Ouais. On a ri tantôt. Écoute, moi, j'aime les blondes dans la vie. Oui, c'est ça. je pense pas que tu l'aimerais, mais c'est vraiment une bière qui est... wow, tu sais, c'est vraiment entre le café, le Porto, puis c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On vous invite à la déguster quand vous avez le temps. Ah ouais, elle est vraiment bonne. Donc, Rachel, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours avant tout. Donc, tu nous racontes les premières fois que tu as expérimenté avec le web et les médias sociaux. Écoute, moi, j'ai été pas mal chanceuse, je te dirais, dans les débuts années 90. Mon père a installé un modem chez nous, puis on était vraiment chanceux. Mon père était était ingénieur en système aéronautique. Fait que nous, le web, les ordinateurs, on a grandi avec ça. Je te dirais que c'est environ en 93-94 que j'ai eu la permission d'y toucher pour la première fois. Que j'ai découvert le merveilleux son du modem dial-up, qu'on se rappelle tout, qui est officiellement ma sonnerie. Je fais sauter plein de gens quand ça sonne, mais c'est ma sonnerie. C'est comme ça que ça a eu un impact dans ma vie. Puis c'est là que j'ai découvert les BBS. Puis les forums, c'est drôle parce que je pense que Jean-Luc, justement, la semaine dernière, il a parlé de la même chose, c'est comme ça qu'ils ont appris. Bien, moi aussi, j'étais une fille de famille militaire, fait que mon petit côté sociable, comme vous le connaissez aujourd'hui, est vraiment, il a grandi sur le web. Mes amis étaient des amis numériques. Fait que vraiment, en tant qu'adolescente, c'est là où j'ai eu la piqûre. Professionnellement, par exemple, ça a pris jusqu'à 2007-2008. Que j'ai la chance de fusionner mon amour pour les communications marketing au web. Puis on se rappellera tous, l'année 2007-2008, ça va dire quelque chose. Pas mal tout le monde dans l'industrie. Ouais. C'est la grande année où Facebook a fait son entrée officielle dans nos plateformes de façon internationale. C'était au moment où le président Obama avait son inauguration qui était diffusée en direct. Et puis on était une gang sur Facebook en train d'en parler. En 2008, j'ai découvert Twitter. Un jour, j'ai proposé à ma présidente, dans le temps, j'étais adjointe exécutive, j'avais proposé à la présidente de l'agence où je travaillais de me donner l'opportunité justement de me faire des muscles en présentant le marketing numérique à l'agence. Malheureusement, il était trop tôt. C'était pas un saut que l'agence était prête à faire. Fait que j'ai fait un saut d'industrie. Je suis allée travailler en PME, en événementiel. Et puis, c'est ce président-là qui m'a donné
le feu vert officiellement avec un budget super généreux de 0 $. Mais ça veut dire la créativité a vraiment eu lieu. C'est avec Avocado Traiteur et puis c'était le début d'une carrière qui a été... des fois, j'en viens pas que ça fait au-dessus de 10 ans là, que je travaille là-dedans. Mais c'était le début de la fin. Oui, c'est ça. Puis déjà, avec cette première expérience-là, je pense que tu as eu quelques hits là, qui ont vraiment bien fonctionné, donc des bonnes idées qui ont été bien exécutées. Puis à ce moment-là, l'algorithme faisait que tout le monde pouvait voir tout passer. Puis ça a vraiment bien fonctionné pour toi. Exactement. On a lancé justement, parce qu'on était en événementiel, puis notre objectif à ce moment-là était très clair. On était super bien connus dans l'industrie de façon B2B, mais on n'était pas très connus pour le niveau consommateur, puis on voulait augmenter les ventes de ce point de vue-là pour le service de traiteur. Donc, on avait pensé, on avait créé... en fait, on n'a pas créé le concept des pop-up. Les pop-up, c'était des restaurants clandestins que les gens installaient dans leur appartement et ils vendaient leurs billets très discrètement sur les médias sociaux. Puis si tu apprenais au sujet d'un événement, tu te faufilais immédiatement. Puis on a adoré le concept. Fait qu'on s'était dit, qui mieux qu'une personne, une entreprise qui a sa licence, qui a les droits légaux d'organiser des événements chez des personnes. Fait qu'on a décidé de créer justement les pop-up Montréal, les pop-up MTL, qui étaient strictement annoncés sur les médias sociaux de la compagnie. Fait qu'il fallait que tu nous connaisses d'une façon ou d'une autre. J'avais fait une grosse offensive pour aller apprendre à connaître les tastemakers dans le temps, leur proposer, les inviter à venir déguster avec nous autres. Puis ça a été vraiment là, un succès fou. On a fait, je pense, en tout 8 pop-up différents. Puis ça a vraiment fait en sorte qu'on a débouché sur un 8 pages dans le magazine Châtelaine, qui était un record pour eux, pour une entreprise. On a aussi eu une offre d'une émission de télévision sur la chaîne Zest, qui parlait justement de l'art de la table. Fait que vraiment, le succès, il était incroyable. Et les ventes au niveau consommateur pendant cette courte période de temps-là, parce qu'on parle quand même de 4 à 5 mois, nos ventes aux consommateurs ont augmenté de quasiment 300 Fait que c'était un succès quantitatif et qualitatif. Puis ça, bien, après ça, ça t'a ouvert les portes pour aller travailler en agence, donc amener tes idées avec toi, puis essayer d'aller vendre ça à des clients. Donc, tu as travaillé un peu en agence, puis encore là, une fois, ça a bien été de ce côté-là pour toi. Oui, encore une fois, le look de trouver la bonne équipe. Je me suis joint environ dans la même période de temps à l'équipe anciennement connue comme Tuxedo. Aujourd'hui, on les connaît plus comme Tux Creative Co. Je me suis joint vraiment dans la première année de l'agence. On était une toute petite équipe de 8 et puis mon rôle, c'était justement la stratégie numérique et puis proposer justement comment on allait supporter nos clients sur les médias sociaux. La campagne, en fait, que tout le monde associe encore à ce jour, c'est la campagne qui a été faite pour Dermablend Professional avec notre Montréalais tatoué préféré, Zombie Boy, qui nous a vu avoir une vidéo sur YouTube dans le temps qu'on n'avait pas beaucoup de budget. On est aujourd'hui à 35 millions de vues cumul, mais ce qui était vraiment fascinant, c'était dans cette période de temps-là, on avait obtenu, je pense, en dans une semaine, presque 10 millions de vues, dont 90 de ça était organique. Fait que c'était jamais vu. Les prix qui ont pou. Ça, c'était vraiment cool. Un lion d'argent à Cannes. Prix Créa. C'était vraiment une période de temps super excitante pour tout le monde là-dedans. Puis aussi pour YouTube et Google, qui n'avaient pas encore vu des exemples de campagnes vidéo du genre qui étaient vraiment fondées sur une idée qui mettait les histoires des personnes à l'avant, qui était un shock factor, puis qui n'avait pas été planifié avec eux à l'avance. Fait que c'était une super de belle opportunité. Ils nous ont tout de suite appelés puis ont fait comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. On aimerait vous donner notre première page sur YouTube. Fait que les clients, ils étaient à terre. C'était vraiment une belle expérience. C'était pas la campagne la plus facile. Toutes les bugs que tu peux t'imaginer, même si on avait les droits d'auteur sur les chansons, on les a eu, toutes les bugs de YouTube. Je me rappelle, j'étais à Toronto chez un client sur mon courriel en train d'essayer de régler ce problème-là de droit d'auteur qui nous avait vu bloquer notre vidéo. On était déjà rendu à 2 millions de views. C'était la panique totale. Mais tout s'est réglé. J'ai géré ça comme une bouche. On comprend ça, ces bugs-là de dernière minute. Ouais. Puis là,
tranquillement, pas vite, ben là, tu as décidé d'aller travailler à ton compte par la suite. Donc là, présentement, tu travailles à ton compte. Ça s'appelle l'Associable. Puis c'est vraiment du marketing expérientiel, interactif. Exact. Oui. Non, ça va faire. En fait, j'ai lancé l'Associable il y a 2 ans. Et puis, l'idée là-dedans, c'était vraiment d'offrir un accompagnement stratégique pour autant les agences qui n'ont pas toujours les budgets, justement, de se présenter ou d'avoir un membre de stratégie dans leur équipe. Et les clients qui voudraient, même chose, même problème, surtout les PME qui n'ont pas les budgets pour se payer un stratège à temps plein dans l'équipe, de les accompagner dans ces projets-là. Puis, j'ai vraiment eu la chance de travailler là, avec, encore une fois, des marques formidables comme C2 Montréal, Startup Fest. J'ai travaillé avec les industries Ancestry.com, écoute, nomme-les, c'était tous des mandats vraiment exceptionnels, puis on tripe. Puis on touche vraiment à tout, là. C'est médias sociaux, je fais du contenu, je fais de l'expérientiel, comme tu as mentionné, ce qui est comment on combine justement le meilleur du offline avec le meilleur du online pour créer une expérience qui est uniforme, peu importe où tu interagis avec tes consommateurs et tes audiences. Fait que ça, c'est ce que j'adore faire. Ça combine l'événementiel avec le numérique. Donc, un petit peu le meilleur des deux mondes pour toi. Et puis là, ben, tout récemment, il y a quelques mois seulement, tu as lancé un groupe qui s'appelle Professionnels du web et des médias, ben, en professionnel des médias sociaux et du web au Québec. Puis c'est un groupe qui a connu quand même une ascension fulgurante. J'aimerais ça que tu me parles ben, tout d'abord d'où t'es venue l'idée de lancer le groupe. Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça a vraiment explosé comme ça? Parce que là, en quelques mois seulement, il y a déjà 2500, plus de 2500 abonnés à ce groupe-là. Mais c'est vraiment des abonnés qui ont été de qualité, là, qui ont été... il y a des questions qui sont posées avant que ces gens-là soient acceptés au groupe. Donc j'aimerais ça que tu me parles un peu d'où t'es venue l'idée puis comment ça a explosé comme ça. Fait que j'ai eu l'idée justement parce que, bon, les groupes, c'est pas nouveau sur Facebook. Là. Ça fait des années que ça existe. On en a toutes fait partie à un moment donné d'un groupe, que ce soit un échange de matériel, du troc ou le club de hockey, peu importe. Mais, puis même chose pour les professionnels, il y avait tout plein de différents groupes qui étaient très segmentés. Fait un groupe pour les gestionnaires de communauté, un groupe pour les gens qui se spécialisaient en SEO. Nomme-les, il y avait tout plein de petits groupes, mais personne offrait justement une vue d'ensemble parce qu'on s'entend là. Tu travailles dans le web, tu travailles en médias sociaux, à un moment donné, tu as des besoins qui vont se croiser, des connaissances que tu veux agrandir. Puis c'est pas en étant dans des groupes en silo comme ça, à moins de commencer à suivre là, 100 groupes différents, que tu vas pouvoir vraiment avoir un one-stop shop avec des gens qui travaillent dans les mêmes obstacles que toi, les mêmes challenges que toi, à une place. Fait que j'avais lancé ce groupe-là en me disant, bon, on va peut-être avoir comme 50 de mes amis professionnels les plus proches qui vont se joindre à moi, puis ça va être fantastique, puis on va pouvoir s'entraider. Puis j'avais quand même une petite stratégie pour aller faire de l'acquisition de nouveaux membres. Fait que j'ai investi 50 50 ou 75, je me rappelle plus, il faudrait que je joue mon case study. Mais j'ai investi un petit montant d'argent sur une pub pour promouvoir le groupe. J'ai lancé la nouvelle à Grenier aux Nouvelles, Infopresse et quelques autres publications trade. Et j'ai vraiment écrit à mes collaborateurs, mes connaissances professionnelles que je savais qu'ils cherchaient, qu'il y avait un besoin justement pour ce type de groupe-là et qu'il allait être généreux à la base aussi. Là, je suis désolée, il y a une conversation qui se passe proche de moi, fait que ça se peut que ça croise un petit peu, mais j'ose pas leur demander de se faire. Le son est quand même bon, Parfait, c'est ce qui compte. Fait que je leur ai demandé de participer, mais j'ai été très claire avec eux autres. Je veux qu'on se présente, je veux que les gens se reconnaissent, qu'ils voient qu'il y a des personnes qui ont justement une banque de connaissances, puis pas juste des gens qui commencent dans l'industrie ou qui ont peut-être 3 ans d'expérience, peut-être 5 ans d'expérience, parce que quand tu es junior, puis tu es juste entouré de juniors, tu n'apprends pas beaucoup. Tu vas apprendre un peu, mais c'est pas la même chose que d'avoir des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience dans l'industrie, qui ont passé par là. Fait que je voulais vraiment cibler au tout début des gens qui avaient vraiment une richesse d'expérience le plus possible et qui allaient être généreux de leur temps. Puis honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait la force du groupe et qui a fait en sorte que les demandes d'ajout, puis je niaise pas, là, en 2 semaines, on a eu 1200 membres qui se sont joints. Puis comme tu as mentionné, au tout début, j'avais pas
J'avais pas le questionnaire parce que c'était pas mal, on connaissait tout le monde. C'est quand on a réalisé avec l'article du grenier que là, on commençait à avoir des demandes de gens qu'on connaissait pas. J'ai demandé à des administrateurs de m'aider, j'ai demandé à des membres du groupe de joindre, de mettre la main à la pâte, créer des images. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que les gens, non seulement qui ont décidé de joindre le groupe, mais qui sont restés dans le groupe, mais encore plus important, qui ont participé dans le groupe. Je pense que c'est ça la force, c'est que les gens participent activement à tous les jours. Quand je dis à tous les jours, je veux dire à tous les jours. Vous sucez ma batterie de téléphone, c'est écœurant le nombre de notifications qu'on a. Et puis là, on va parler un peu plus de la stratégie derrière, mais avant, on va faire une courte pause, puis après ça, on revient sur le sujet du jour. Et on vous rappelle qu'on est en Facebook Live, donc si vous êtes en train de regarder, bien, vous pouvez dès maintenant poser vos questions à Rachel pour savoir comment prendre avantage des groupes Facebook dans les commentaires. Donc, on fait une courte pause, on est de retour avec Rachel en direct de C2 Montréal pour le 9e épisode du Social Show. Vous avez travaillé fort pour mettre en place un événement? Vous cherchez maintenant à en maximiser la visibilité? On vous aide de la promotion à la captation à la web diffusion. Que ce soit via Facebook Live pour prendre avantage de l'aspect social ou directement sur votre site corporatif, on adapte la plateforme selon votre projet. Contactez-nous tvgo.ca ou info@tvgo.ca. Alors, on est de retour en direct via Facebook Live, donc on vous invite à poser vos questions. Et donc, Rachel, toi, présentement, tu es une des administratives, une des nombreuses administratives, admin du groupe. Comment le dire encore? Non, c'est ça. L'écriture inclusive. Pour le groupe, puis, donc, un groupe, c'est un défi. En même temps, ces temps-ci, on se rend compte que ça prend de plus en plus de place dans l'algorithme de Facebook. On a eu la chance d'en parler il y a 2 semaines avec Jean-Luc Sancartier qui était sur le show puis qui nous parlait qu'il a été à F8 puis qui nous parlait à quel point les groupes Facebook prennent de plus en plus de place à Facebook, mais aussi sur nos téléphones, dans le fil d'actualité. Donc, c'est quelque chose qu'on doit absolument mettre en place via nos pages. Pas pour rien qu'il y a quelques mois, Facebook a lancé des groupes pour les pages. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ça, comment prendre avantage de cet aspect-là. Puis, on va parler aussi des différents outils qui s'offrent à nous dans les groupes Facebook. Donc, la première question que je te poserais, c'est... gérer un groupe comme ça, tu l'as dit tantôt, ça mange vraiment beaucoup de batterie parce qu'il y a beaucoup d'interactions, surtout quand c'est des gros groupes. Mais comment on fait pour mettre des balises en place pour qu'un groupe, ça se passe bien? Oui. Bien, je pense que d'une part ou d'une autre, la théorie est la même que quand tu veux lancer une marque. Il faut que tu saches c'est quoi ta mission, qu'est-ce que tu veux offrir à ta communauté. Il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs. Tu les clarifies dès le départ. C'est un travail qu'on a fait dès la première journée que j'ai lancé le groupe. J'avais immédiatement un album photo où tu pouvais justement voir un guide de discussion. Fait voici comment parler si vous avez des questions, si vous voulez chercher un emploi, si vous avez une offre d'emploi, les quoi faire, les quoi ne pas faire. On avait aussi un code de conduite qui, dès le départ, prime importance. Comment est-ce que ça va se passer, l'atmosphère, dans ce groupe-ci? Comme ça, il n'y en a pas de questions. Les gens le savent dès le départ, puis il est piné. Dans notre cas, on a piné, puis je pense que c'est un best practice pour peu importe le groupe que tu fais. Il est toujours en haut du groupe. C'est le premier contenu que tu vas voir dès que tu te joins au groupe. Puis on le mentionne. J'accueille souvent des nouveaux membres. Si je ne les connais pas, je leur dis, première chose à faire, allez dans l'album photo de bienvenue. Allez prendre le temps de lire, ça prend 3 minutes, puis vous allez savoir exactement à quoi ce groupe sert là. Parce que ça, c'est une des choses. Hein. De créer un groupe pour n'importe quoi, c'est pas une bonne stratégie. Non, c'est ça. C'est comme dire d'aller sur les médias sociaux pour toutes les marques, mais c'est pas nécessairement une bonne stratégie non plus, right? Fait qu'il faut vraiment que tu aies une bonne idée à quoi ça va servir, qui tu veux inviter là-dedans, c'est qui tes audiences, à quoi ça sert, ce groupe-là, qui va s'en servir. Puis aussi à savoir, c'est quoi ton endgame, c'est quoi ton objectif final. Fait que moi, je savais que dès le départ, je voulais que ce soit des professionnels qui s'entraident en échangeant des expériences, des questions, des bonnes pratiques, mais aussi qu'on amplifie
nos membres, qu'on célèbre les bons coups, qu'on souligne les membres qui ont fait quelque chose ou qui transitionnent ou qui ont eu une promotion. Puis c'est quelque chose que ça, honnêtement, j'aimerais m'investir encore plus dans le groupe pour le faire davantage. Puis je pense en faisant justement, en partageant les vidéos de Social Show, en partageant les podcasts de nos membres, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Fait que déjà là, en partant, donc, on sait c'est quoi nos valeurs, notre mission, c'est quoi notre offre, c'est qui nos audiences. Puis une fois que ça c'est bien fait, tu sais par où tu t'en vas. Et la deuxième étape, c'est vraiment d'aller regarder, d'aller les chercher, ces audiences-là. Ils sont où? Est-ce que c'est une pub ciblée? Est-ce que c'est une base de données de newsletter que tu as déjà, que tu veux pouvoir créer plus je ne dirais pas le mot, là, mais ambassadorship, pardon, ouais. Je suis très francophone dans la vie, fait que des fois j'ai les mots en anglais. C'est pas grave, c'est pas pour rien que ça s'appelle le social show, hein. C'est vraiment, dans le monde des médias sociaux, 90% des langages sont en anglais, donc on n'a pas le choix de switcher. C'est ça. Je suis montréalaise, je suis francophone, je ne peux pas l'empêcher. Puis d'ailleurs, c'est un des éléments que tu as inculqué dans le show. On parle du côté franco, mais tu voulais que ce soit vraiment un groupe bilingue. Puis ça, c'était quelque chose d'important pour toi? Oui, puis honnêtement, j'étais très contente qu'on ait eu une discussion très honnête et franche dans le groupe. Je le sais que c'est un sujet chaud, surtout au Québec. Puis il faut qu'on sorte. Puis moi-même, je suis tombée dans la bulle montréalaise où il faut que je mette souvent, que je rappelle, la province de Québec, elle est énorme. Oui, OK, presque 50% de notre population habite sur l'île de Montréal ou dans la région montréalaise, mais quand même. Puis l'anglais, je veux dire, la communauté de professionnels anglophones en numérique, elle est absolument riche. Puis je voulais un espace où on pouvait échanger dans les deux langues. Mais en même temps, je voulais m'assurer que ce soit un espace, comme on dit, un safe space. Je voulais que ce soit un espace où les membres allaient se sentir confortables. Fait que la décision finale, après avoir échangé avec tout le monde, parce que c'est ça aussi, hein, c'est peut-être pas nécessairement une démocratie, mais je veux que les gens me partagent leur point de vue, leurs opinions. Puis on a décidé l'anglais, l'espagnol et le bienvenu dans le groupe. On ne jugera pas, on va répondre quand même en même temps qu'on comprend la question. Mais oui, la langue principale dans le groupe, ça va être le français. Puis il y a quelqu'un qui a fait un point extraordinaire. Puis honnêtement, je pense pas qu'ils ont réalisé à quel point ça m'a inspiré. On a besoin de plus de contenu professionnel dans notre profession au Québec, mais vraiment spécifiquement sur le numérique, les médias sociaux, le web. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des publications qui tentent de rentrer ça dans leurs grands sujets, dans leurs canaux. Mais j'espère qu'on va en inspirer plus à créer plus de contenu en langue francophone dans les jours, dans les semaines à suivre. Et donc, un des autres éléments qu'on fait bien dans ce groupe-là, tu as parlé de l'échange de connaissances, mais je pense que au niveau de la gestion, donc, tu sais, je sais qu'il y a eu certaines problématiques parce que, tu sais, c'est bien de mettre des règlements en place, des belles lignes de conduite, mais je pense que quand il y a des problématiques, après ça, il faut être prêt à les gérer puis passer à l'action. Donc, je pense qu'il y a eu certaines de ces problématiques-là. Puis, donc, est-ce que tu as des exemples à nous donner de comment vous avez eu à gérer des problématiques au sein du groupe en tant que tel? Oui, bien c'est sûr que, je veux dire, peu importe, tu peux avoir la meilleure stratégie, la meilleure mise en place de ton code de conduite puis de ton guide de discussion. Il va y avoir des gens qui ne l'auront pas lu ou qui vont s'essayer. Puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont des mauvaises intentions, mais par exemple, il y a eu des cas de bashing, justement, ou des commentaires entièrement gratuits qui n'ajoutaient rien à l'apprentissage puis à l'amélioration de nos services. Ces cas-là, c'est très clair, tu l'as mentionné tantôt, je ne suis pas la seule administratrice du groupe. On va l'avoir un jour, ce mot-là. On est 4. Puis on a un group chat, puis on se permet justement, quand il y a des situations comme ça, les gars et les filles, puisqu'on est à parité officiellement aujourd'hui, on a un group chat, puis on se le dit, là, la modération, c'est le plus important. Puis c'est pour ça que je ris, quand il y a beaucoup de notifications, sauf pour la période récente où je l'ai avoué, où j'étais moins présente, on regarde tout. On lit tous les commentaires, on lit toutes les publications, puis le moindrement, puis des fois, on en manque. Des fois, il y a une petite période de fenêtre où on ne voit pas tout, puis les gens nous l'écrivent, puis « Hey, je suis pas sûre de ça, tu peux-tu interagir? » C'est sûr qu'on va interagir.
Mais la ligne, la commande principale, c'est toujours de dire ne réagis pas, mais agis proactivement, avec de l'empathie aussi. Peut-être la personne, ça a juste mal sorti, ça a sorti croche, le commentaire qui est sorti, ou peu importe, puis c'était pas une mauvaise intention, mais il savait juste pas. Fait que là, on va faire des recommandations, on va essayer d'ajuster ou donner l'opportunité de clarifier. Avant, honnêtement, des blocs, j'ai pas bloqué une seule personne à date. Puis tout a pas mal été géré de façon, honnêtement, transparente. Et en privé, dans certains cas, quand on voulait s'assurer qu'on avait pas mal compris non plus, parce qu'on ne veut pas non plus, comme j'ai dit, là, sauter aux conclusions quand il y a un échange qui est lourd. Donc, il faut mettre du temps de ce côté-là pour vraiment avoir une bonne gestion. C'est beaucoup de temps. Oui. Ça m'amène peut-être justement à la question de Jean-Luc Sancartier, qui est un de nos invités au Social Show. Il dit, Rachel, penses-tu qu'on devrait créer plein de petits groupes? Bien, penses-tu que ça peut être une bonne pratique, en fait, de créer plein de petits groupes par sujet en lien avec des grosses fanpages pour essayer de générer les conversations puis essayer d'augmenter le reach de ces pages-là, donc la visibilité des contenus, mais aussi la visibilité de cette page-là en tant que telle. Est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique en 2018 d'essayer de prendre avantage des groupes de cette manière-là? Écoute, il y a deux façons de le faire. Si on était pas groupe Facebook comme il était, puis là, je pense que le signal Wi-Fi commence à couper un petit peu. Fait que si ça coupe, là, corrige-moi, mais... Présentement, ça va bien, oui. OK, good. Fait que l'an dernier, oui, j'aurais répondu, ça pourrait valoir la peine d'avoir plein de petits groupes. Aujourd'hui, par exemple, en sachant ce que je sais, puis en voyant comment Facebook ont pris le temps de comprendre comment on sert de la plateforme dans les groupes, notamment, on va voir se dérouler, ça a déjà commencé dans certaines villes, puis certains groupes, on parle des catégories qui vont être implémentées. Fait que nous, dans le groupe des pros, on utilise les hashtags présentement. Bien là, ils vont présenter les catégories officiellement ou à même ta publication. Et même sur des publications antérieures, on va pouvoir commencer à catégoriser les sujets à même la publication. Fait qu'il y a ça. De façon stratégique, je suis contre les micro-groupes. Sauf si la marque le nécessite. S'il y a vraiment un besoin particulier, puis c'est sûr qu'il y a des exceptions à toutes les règles, mais dans un cas général, je ne recommanderais pas les micro-groupes de multi-sujets. Pourquoi? Bien là, parce que tu dois gérer. Si tu veux 10 groupes, bien là, tu as 10 groupes à gérer, 10 formulaires de demande d'adhésion à gérer. Fait que d'un point de vue de gestionnaire, c'est beaucoup plus lourd que d'avoir un groupe où la discussion, elle est ouverte. Ça étant dit, la règle classique, ça dépend du cas. Ben oui, exactement. Il n'y a jamais de réponse claire et précise dans le monde du numérique et des médias sociaux. C'est pour ça que les stratèges, ils sont bien payés, parce qu'on est des spécialistes de ça dépend du cas. Exactement. Mais oui, donc c'est ça. Fait en gros, c'est de se poser la question, est-ce que mon groupe peut être assez précis? Parce que tu l'as mentionné, tantôt, tu avais un objectif précis avec ce groupe-là, puis quand même une clientèle cible assez précise. Mais à l'intérieur de ce groupe-là, tu as quand même différents types de discussions, donc différentes catégories de gens à qui ça s'adresse ou quoi que ce soit. Donc, cette nouveauté-là qui s'en vient du côté des groupes Facebook va faciliter ce côté-là, mais en même temps, c'est différents groupes qui si tu as vraiment une grosse page, tu as différents groupes qui parlent vraiment de contenu totalement différent, peut-être là, à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine. Après ça, tout le temps la question, tu l'as mentionné, c'est le temps que ça prend à gérer ces nombreuses pages-là. Ce qui m'amène peut-être à ma prochaine question. Oui, aussi. Et ça m'amène un peu à ma prochaine question. Quelqu'un qui aurait une fanpage qui dit « OK, l'algorithme de Facebook m'a diminué mon reach, j'ai rejoint de moins en moins de personnes. Est-ce que je devrais me partir un groupe? » Quels sont les outils ou les outils de statistique ou les outils qu'on a en arrière quand on est administrateur d'un groupe qui peuvent nous aider à dire « Bon, bien, ça vaudrait peut-être la peine de partir un groupe Facebook pour en prendre avantage, soit pour augmenter mon reach ou peut-être pour juste essayer de mieux comprendre ma communauté. Bien, ce que je pense qui est à la base, ce qui est important de savoir, c'est qu'une page Facebook, maintenant, va jouer un rôle très précis versus le groupe. Fait que quand on parle, une page Facebook va servir beaucoup plus à diffuser du contenu. Fait que c'est un push de contenu. Versus un groupe où ça va jouer un rôle de pull de contenu. OK? Donc, pour aller augmenter son reach, est-ce qu'on devrait considérer un groupe? Moi, je suis de l'école qui va dire non, un groupe n'est pas là pour augmenter ton reach.
Ça, il y a une stratégie nécessaire dans ta page pour aller le faire. Par contre, le groupe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, quand on parle du funnel de conversion, là, le groupe va t'aider à améliorer ta considération, ta conversion, ta rétention, puis surtout, puis encore plus important, ton petit cours de fans qui sont ambassadeurs de ta marque. C'est à ça que ça va servir, les groupes, vraiment. Fait, d'utiliser le groupe comme outil de diffusion pour aller faire une acquisition de nouveaux membres, de nouveaux fans, je le recommande pas. Ça va nécessiter autant d'argent que de promouvoir ta page Facebook et ça va avoir un autre challenge qui va se rajouter justement là, à ta gestion et à ta stratégie aussi. Tu ne veux pas avoir du dédoublement non plus de ton contenu ou de tes objectifs. Ta page doit être traitée différemment que ton groupe. Puis, si tu peux me parler un peu justement là, des outils que Facebook offre présentement. Puis, je pense que tu as des petits insights par rapport à qu'est-ce qui s'en vient. Tu en as parlé un peu tantôt, mais il y a d'autres outils vraiment le fun qui s'en viennent pour les groupes. Oui, exactement. Donc, présentement, honnêtement, Facebook Insights est le meilleur outil, que ce soit sur votre téléphone mobile ou que ce soit à même la plateforme web. Une fois que tu es administrateur du groupe, tu as accès à une mine d'informations. Je dis mine d'informations. Oui, c'est encore light comme info qu'on a. On est capable de savoir c'est quoi l'augmentation de tes fans, l'acquisition que tu es en train d'avoir, c'est quoi leur taux d'engagement, le pourcentage de membres actifs. Si vous voulez mettre une petite touche de gamification à même le groupe, Facebook le facilite très bien. On parle de Jean-Luc depuis tantôt. Il demeure depuis les 5 derniers mois un de nos... Il est tout le temps dans notre top 10, on dit ça. Il y a vraiment des outils intéressants. Puis je le propose, si vous n'avez jamais touché justement à un groupe Facebook puis vous voulez le faire, vous aimeriez ça, jouer avec ça, dans le groupe dépôt, au début, c'était à tous les mois, mais là, on va laisser passer des saisons. On donne l'opportunité à « je me fous qui tu es puis c'est quoi ton titre ». Je te donne la chance de devenir administrateur ou administratrice du groupe. Puis tu vas vraiment voir c'est quoi les insights pour aller jouer là-dedans, puis voir de quoi ça a l'air justement la gestion d'un groupe. Puis surtout dans ce cas-ci, c'est un groupe hyper actif. Pour ta prochaine question, qu'est-ce qui s'en vient? Bien écoute, honnêtement, il y a vraiment des outils tripants. Je pense que surtout les membres du groupe des pros ils vont être excités d'entendre qu'un des tout nouveaux outils qui m'excite le plus, c'est le mentoring, le mentorat. Fait que Facebook Group est en train justement de faire un roll-out présentement, puis ils font des tests notamment avec le groupe des Tech Ladies aux États-Unis, qui est un groupe qui est pour femmes, qui travaille en technologie, qui présentement compte une communauté de presque 25 000 personnes. Wow. J'en suis membre, et puis ils viennent justement de lancer en mode bêta une plateforme à même Facebook qui te permet d'offrir tes services en tant que mentor, mais aussi de demander des services en tant que mentoré. Fait que tu peux identifier c'est quoi tes connaissances, tu peux identifier c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, et Facebook va faire un match pour toi avec un mentor puis une mentorée. À même la plateforme, là, vous pouvez développer votre relation, puis après ça peut vivre aussi bien offline qu'à même Facebook. Fait que ça, honnêtement, de tous les outils qui s'en viennent, c'est ce qui m'excite le plus. On a touché aussi rapidement aux catégories, fait qu'en notre monde, on appelle ça les tags, mais les tags dans Facebook veut dire une chose, fait qu'on reste avec le mot catégorie. Ça, c'est un autre outil qui va vraiment, je pense, tellement faciliter notre utilisation de la plateforme. On le sait, puis tu l'as mentionné tantôt, je pense que ça touche un petit peu à la question de est-ce que je fais plein de tout petits groupes parce qu'on parle de plein de sujets ou est-ce que je fais un gros groupe? Ça va nous permettre justement d'avoir une meilleure activation à même le groupe, de pouvoir parler de plusieurs différents sujets. C'est pas des catégories autopopulées, c'est des catégories qu'on nous-mêmes on peut créer et les membres peuvent les recommander et les suggérer aussi. Fait que ça va être vraiment fort. Pour les autres, j'en parlerai pas parce que ce que j'ai pu voir présentement, c'est que les tests qui vont moins bien. Fait on n'en parlera pas, mais vraiment les catégories et puis excusez, je vous le dis depuis tantôt, je suis pas de plein de monde que je connais, puis c'est vraiment difficile de les ignorer. Mais c'est ça, c'est de Montréal. Fait que c'est ça fait le tour vraiment des gros outils qui s'en viennent. Puis je sais aussi que Jean-Luc, je pense qu'il en a parlé un petit peu dans son live aussi l'année dernière de quelques features qui vont être intéressants pour les groupes notamment. Mais ça fait le tour. Fait que d'une façon ou d'une autre, pour moi, ce qui est important, ce que je veux que les gens se rappellent, c'est que Facebook, c'est la plateforme, mais la communauté, c'est pas nouveau. C'est vraiment de regarder, on retombe, on voit Facebook retomber justement dans comment est-ce que les BBS géraient leur communauté, comment Yahoo, honnêtement, Yahoo, c'était un des meilleurs dans le temps justement pour créer des communautés au sujet de plein de sujets divers.
On se rappelle tous des rooms. On participait tous à des rooms en quelque part. Fait que je pense qu'on va voir une renaissance justement des communautés d'échange d'intérêts. Ça va être, en tant que stratège, moi, ça m'excite au bout. Donc là, le vrai terme de gestionnaire de communauté va revenir en réalité changer. à la place. Ouais. Il va changer, puis je pense que c'est ce que les entreprises sont en train de réaliser. C'est que ce qu'on a vu depuis les 5 dernières années sur les médias sociaux, les gestionnaires de communauté étaient plus des gestionnaires de contenu. On créait du contenu, on faisait un push de contenu, on a commencé à avoir une évolution dans les titres, dans les tâches où les gens étaient plus portés à avoir besoin de savoir comment faire du média, du placement, de la segmentation, les types de contenus qui fonctionnent pas. Fait que c'est vraiment, là, on va voir une autre division entre les rôles. Un gestionnaire de communauté ou une gestionnaire de communauté va vraiment maintenant se concentrer sur ses audiences, comment servir ses audiences. Si la gestion de communauté pure et dure, ça vous intéresse, il y a un groupe fantastique sur Facebook qui s'appelle CMX Hub. C'est des experts en gestion de communauté. Puis on parle de la gestionnaire principale, la stratège derrière la communauté du PS4. Toute la communauté du PlayStation en ligne, ça, c'est oublier Facebook, là. Là, on parle de millions de personnes qui interagissent sur la plateforme, à même PS4. Tu en apprends énormément là-dedans. Tu apprends des gens qui utilisent la plateforme Lithium pour gérer leur communauté, les gens qui utilisent Slack pour gérer leur communauté aussi. Fait que Facebook n'est qu'un outil là-dedans. Nous, ça donne qu'on est sur Facebook parce que pas mal tout le monde dans mon entourage était sur Facebook activement. Slack, en communauté, c'est moins bien. Excellent comme outil de gestion, mais pas comme outil de communauté. Exact. Mais je vais te poser la question. Merde, j'ai un blanc. Oui, bien, en fait, c'est ça, tu parlais de l'évolution du poste de gestionnaire de communauté. Il y en a qui sont partis gestionnaires de communauté, là, sont plus stratèges. Il y en a qui se sont spécialisés un peu dans l'achat de médias. Donc, c'est un poste qui a vraiment évolué. Puis, justement, on en parlait l'autre fois quand on a eu la chance de prendre une bière ensemble, mais tu sais, c'est difficile pour une entreprise ou encore même pour quelqu'un qui débute de dire, moi, dans ma carrière, là, comme si j'aimerais ça être gestionnaire de communauté, c'est quoi exactement que ça représente? Puis comment je fais pour évoluer là-dedans? Puis comment je fais pour me mettre en valeur sur LinkedIn ou sur les différentes plateformes pour essayer de vendre mes services? Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez difficile présentement parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne. Mais je pense que tu as des belles nouvelles à nous apprendre de ce côté-là. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent, puis tu es impliqué là-dedans. Oui, bien en fait, ce que tu dis, c'est très vrai. Je pense que dans l'industrie des médias sociaux, il y a regarde, ça fait 10 ans que, bon, on va s'entendre plus là, pour les vieux du vieux, mais ça va faire environ 10 ans maintenant que c'est une carrière, c'est une industrie. On est en train d'apprendre comment mieux avancer dans cette profession-là, puis c'est quoi les différents titres. Mais on le sait qu'il n'y a personne présentement qui a vraiment mis la main dessus, qui a été capable de c'est quoi les bons titres, c'est quoi les descriptions de tâches là-dedans, comment je fais pour avancer dans ma carrière, moi, comment je fais pour différencier justement entre de la stratégie et de la création de contenu, par exemple. Donc, il y a 2 ans, on est un groupe de bénévoles, on s'est associés là-dedans, on parle de plusieurs personnes. Je ne veux pas nommer de nom par risque d'oublier quelqu'un, justement à cause de l'énergie autour de moi, je suis sûre que j'ai oublié quelqu'un, je ne veux pas le faire. Par contre, on est une douzaine de bénévoles avec Frédéric Tremblay-Nault qui avons lancé l'Association des professionnels. Dans le temps, on appelait ça des médias sociaux. Aujourd'hui, on est en train de revisiter le titre de l'association. On aimerait que ça soit plus inclusif, donc Association des professionnels du numérique du Québec. Et la mission de cette association-là, qu'on espère lancer officiellement, puis je sais, ça fait 2 ans qu'on en parle, puis qu'on a déjà des préinscriptions, mais on souhaite le lancer cette année. Ce qu'on veut faire, c'est justement accompagner les professionnels qui se questionnent dans leur carrière, à savoir c'est quoi les opportunités qui sont à faire à moi. On veut aussi améliorer leurs connaissances. Donc, que ce soit à travers de workshops, que ce soit à travers d'une collaboration avec les universités, les professeurs, pour standardiser un petit peu les connaissances nécessaires selon les possibilités, surtout en début de carrière. Aussi, on veut offrir des événements, on veut pouvoir créer des recherches, des white papers. Il y a plein de choses qu'on veut pouvoir offrir à travers l'association qui ne sont pas autrement disponibles présentement. Fait que c'est quelque chose qui nous excite, puis on va en parler plus profondément justement dans le groupe des pros dans les semaines, dans les mois qui s'en viennent. Fait que ce que j'aimerais faire même, c'est d'inviter les gens, si vous avez des problèmes
Vous avez besoin, on a tout travaillé un code de déontologie aussi là-dedans, fait qu'on a été capable de décortiquer là, c'est quoi les best practices, puis à quoi qu'on s'entend quand on veut embarquer dans un rôle comme ça. S'il y a des questions, s'il y a des hésitations, s'il y a des situations qui sont délicates, puis vous n'osez pas le publier dans le groupe, vous pouvez nous écrire aux administrateurs, Frédéric, moi-même, Pierre Charret, puis on a Marianne Gros aussi. Écrivez-nous. On va les prendre en considération, ces questions-là. On va essayer de vous répondre, mais en même temps, on va les considérer puis quand va venir le temps de ficeler l'association, voir si on peut répondre. Si c'est une question commune, on veut les adresser. Donc, c'est une nouveauté qui s'en vient. On a bien hâte de voir ça. Donc, on va suivre ça de près. Écoute, notre temps, toi, il va falloir te laisser aller parce que il va falloir que tu retournes travailler. Mais j'aimerais ça. Tu me dises peut-être un conseil s'il y avait personne qui dit bon, ben, je veux me lancer dans les groupes pour ma page, pour ma compagnie, pour mon organisme. Quelle serait la première ou la chose à faire pour se lancer dans cette gestion de communauté-là? La première chose que je ferais, c'est vraiment comprenez vos audiences, comprenez les personnes qui vous suivent présentement sur les médias sociaux. De un, est-ce que c'est une communauté qui est généralement ouverte avec vous, qui pose des questions, qui engage avec vos communautés? Je ne parle pas de reach, je ne parle pas de portée, je ne parle pas de pourcentage d'engagement sur vos posts. Moi, ce que je veux dire, c'est des gens qui ouvrent une conversation bidirectionnelle avec vous. Est-ce qu'il y a de l'éducation qui a besoin d'être faite auprès de ces audiences-là? Est-ce qu'il y a une opportunité justement de créer un petit groupe d'ambassadeurs potentiels ou d'influenceurs? Si oui, qu'est-ce qu'on peut leur offrir différemment que je ne peux pas leur offrir sur ma page Facebook parce que là, je m'adresse à trop de monde, ça créerait des problèmes. Si vous êtes capable de répondre à tout ça et que vous avez aussi dans votre horaire, comme on dit, le temps nécessaire pour gérer un groupe supplémentaire à votre présence médias sociaux, là, ce serait le temps de le considérer. De faire le même travail que vous aviez fait avant pour la page Facebook, si ce n'était pas vous, de le faire. De vraiment, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi mon code de conduite, à quoi mes audiences vont s'attendre, mais aussi à quoi je m'attends de eux. Parce que ça, c'est l'autre côté de la facette qu'on semble oublier des fois. On ne veut pas imposer une façon de faire sur les gens, mais quand tu offres une structure très précise on le demande dans notre formulaire des groupes aussi. C'est un groupe qui prône le partage plutôt que de prendre. Fait qu'est-ce que tu peux offrir? Fait qu'on le demande dès le départ. Fait que pensez à ce que vos communautés peuvent vous ouvrir aussi. Puis déjà là, ils vont avoir une bien meilleure ouverture à engager avec vous autres dans votre groupe. Parce que les algorithmes, ils comptent aussi là, dans les groupes. On n'est pas exempt. Non, c'est ça. On n'est pas à l'abri de l'algorithme avec les groupes. J'aimerais ça que tu me parles de 3 outils qui changent ta vie à tous les jours dans le quotidien, dans ta job de consultante puis de stratège. Ben écoute, Trello, qui est même en tant que stratège, en tant que pigiste, c'est très important pour moi. Je l'utilise avec pas mal tous mes clients puis mes collaborateurs. Slack, je déteste le dire des fois en tant qu'une puriste, mais Slack, je l'adore comme outil de gestion. Puis le troisième va peut-être surprendre les gens, mais j'ai un agenda papier. Qui est mon carnet d'idées, qui est mon to-do, qui est à chaque fois que j'ai des inspirations, des idées, je veux l'écrire immédiatement parce qu'on les oublie trop facilement quand on est numérique tout le temps, surtout quand on travaille en numérique tout le temps. Fait que j'aime beaucoup le papier, un bon crayon, tu écris tes notes puis tu prends le temps à la fin de la soirée de bien organiser tes pensées pour que tu puisses les activer dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est mes 3 outils principaux, mais j'en ai une tonne. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Par la méthodologie. On pourrait faire, for sure, je serais comme, je me pourrais plus. J'aimerais ça que tu me parles de ton... question en rafale, donc ton show préféré présentement sur Netflix ou sur ton plateforme YouTube ou quoi que ce soit, ou sur Facebook Watch peut-être? Écoute, sur Netflix, la réponse c'est Netflix. Je suis comme obsédée avec Netflix. Non, mais c'est pas nouveau. C'est une série qui s'appelle Abstract. Puis je la recommande énormément là, aux gens qui sentent qu'ils ont un petit peu de créativité et qui veulent en apprendre plus. Là-dedans, c'est des portraits sur des créateurs. C'est absolument formidable. Ça fait 2 fois que je l'écoute en rafale. Ouais, je vais juste dire celle-là parce que j'écoute trop de séries. Là. Présentement, je suis comme obsédée avec Altered Carbon puis The 100. Je suis très sci-fi, surprise, très sci-fi dans mes goûts. Mais ouais, Abstract, j'ai eu la chance de le regarder, puis effectivement, c'est vraiment... ça nous fait vraiment avoir des gens qui sont ultra créatifs,
Puis c'est très, très inspirant. Donc, oui, effectivement, une très bonne série sur Netflix. Si tu nous parlais de ton émission, pas ton émission, mais ta chanson préférée sur Spotify présentement ou Apple Music? Oui, non, écoute, Spotify, normalement, quand je travaille, j'écoute la chaîne Coffee Table Jazz. Ça, c'est comme constamment, ça joue quand je travaille. Mais quand je travaille pas, puis je peux des enfants, je suis vraiment obsédée avec l'album de Logic. Fait que, notre surprise, je tripe sur le hip-hop. Sa tune dernière, sa récente chanson America, elle est... c'est un beat. Écoute, ça tombe bien que l'émission finisse parce qu'on commence à avoir des problèmes de Wi-Fi. Donc, Logic, tu disais, puis quelle America, sa dernière tune. America, elle est très appropriée. Si vous avez aimé ce que Childish Gambino a fait, de l'art aussi forte. OK, on t'a perdu encore un peu, mais puis, dernière question, avant que ça finisse. Donc, si tu avais une personne que tu aimerais entendre pour le Social Show, il me reste un épisode avant qu'on prenne congé pour l'été. Donc, il reste peut-être un spot, là, si tu avais une personne que tu aimerais entendre sur le Social Show, ce serait qui? Je me dis, si on continue à l'écœurer, un jour, il va se mettre, il va confirmer, mais Frédéric Tremblay-Naud, honnêtement, c'est l'honneur de travailler en association. C'est une mine de richesse, c'est un bol du numérique. Je pense que juste une heure, ça serait même pas suffisant, mais déjà là, vous repartiez avec tellement d'informations. Fait définitivement, Frédéric Tremblay-Naud. On va faire un spécial de 2 heures juste pour lui parce que je pense qu'il a été nommé 3 fois jusqu'à maintenant sur le Social Show. Fait que je pense que c'est une des personnes qui a été nommée le plus souvent. Donc, assurément, on va s'assurer de l'inviter pour le 10e et dernier épisode de la première saison du Social Show. Écoute, Rachel, merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être rendu disponible malgré le fait que tu étais à C2 Montréal présentement. Merci à tout le monde qui a été des nôtres pendant l'épisode numéro 9 du Social Show. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 10e et dernier épisode. Entre-temps, on vous invite à écouter les autres épisodes en direct. Mais pas en direct, mais en fait en rediffusion sur YouTube, iTunes ou Google Play. Donc, c'est disponible en podcast également. On vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous dit à dans 2 semaines.